Bonjour à tous et bienvenue dans le 20e épisode de What is Love. Je m'appelle Aïssata. Et moi, Meggy. Et nous sommes hyper contentes de vous retrouver pour ce 20e épisode qui est le dernier épisode de la saison. Comment est-ce qu'on se sent, Aïssa, dis-moi. Franchement, je me sens mitigée parce que c'était une belle saison. Il y a eu des histoires hyper intéressantes. Comme d'habitude, notre communauté était là au taquet. Il y a eu des conversations intéressantes sur les réseaux sociaux, etc. Donc, je suis triste de prendre une pause, mais en même temps, je suis fatiguée. Donc, on va pas dire non à une pause, quoi. Parce que ça demande beaucoup de travail. Mais effectivement, j'ai beaucoup aimé voir notre communauté évoluer aussi. Je trouve ça, on a beaucoup plus d'engagement, effectivement, comme tu le dis. Et ça donne encore plus de force pour une éventuelle troisième saison. Effectivement. Et pour vous, pour clôturer la saison, on a décidé de faire une sorte de full circle, comme on dit. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier épisode de la saison, c'était une conversation entre Meggy et moi. Et donc, pour faire le dernier épisode de la saison, on s'est dit, bon, on va faire une autre conversation. Mais je pense qu'on parle assez souvent dans le podcast, vous entendez parler tout le temps, donc on a appelé au secours. Et donc aujourd'hui, parce que tous les jours on a des hypothèses, on suppose, on a des théories, etc. sur ce qui se passe dans la tête des hommes, même si je tiens à dire rapidement qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui ont pris la parole cette saison, donc on a eu un peu plus d'éclaircissement par moment. On a invité 3 hommes à venir répondre à un certain nombre de questions et à donner leur point de vue sur des questions reliées à l'amour. Ouais. Et font-ils partie d'un certain camp de la sorcellerie, oui ou non? Ben, on vous invite à écouter cette conversation que j'ai trouvée très intéressante. Je pense que j'en ai appris aussi. Ouais. Et j'ai hâte que vous écoutiez aussi. Franchement, oui. J'ai pas grand-chose à dire, hein. J'ai l'impression que l'épisode est plein de sujets de conversation. En mode, on pourrait débrief sur tellement de parties de l'épisode. Là, on vient tout juste de finir de l'enregistrer, donc c'est encore frais. Ouais. Mais ouais, non, je dirais juste bonne écoute. À la prochaine. Je sais pas c'est quand la prochaine, mais à la prochaine en tout cas. À la prochaine. Bisous. Bye. Donc, Christophe, actuellement à Abidjan. Je suis d'origine camerounaise, célibataire sans enfant, en tout cas pour l'instant. Et sûrement aucun enfant connu. Je précise que je suis sûr d'avoir aucun enfant connu là-dehors, ou inconnu d'ailleurs. Donc voilà. On peut passer à John. Moi, c'est John. Je suis togolais. Et je vis à Abidjan depuis 3 ans, bon, disons, presque 4 ans. Et je suis, disons, je suis fiancé. Peut-être, je peux dire que je suis marié. J'ai une fille qui a déjà 16 ans. Donc, voilà. John. Oui. Ça veut dire quoi? Je suis fiancée, peut-être on peut dire que je suis mariée. Ah, donc faut nous éclairer. Non, oui, je peux vous éclairer. Non, le mariage, c'est dans la tête. Donc, une fois que vous êtes mis dans la tête que c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est le mariage, hein? Écoute, j'ai dit tout à l'heure que j'allais me retenir de faire beaucoup de commentaires. D'accord, c'est noté. Le mariage, c'est dans la tête. On va prendre ça comme ça. Ouais. Génial. Bon, on va passer à notre dernier invité. Salut tout le monde, moi c'est Lionel, je suis Camerounais, 28 ans et je vis actuellement à Philadelphie, aux États-Unis. Je suis célibataire, oui, célibataire. Et
Voilà. Quelle autre information? J'ai vécu au Cameroun, Gabon, Nigeria. J'ai beaucoup travaillé, voyagé en Afrique. Voilà. Génial, génial, génial. Ok. Écoutez, Merci. les amis, le concept aujourd'hui est simple, hein. On va passer chacun son tour. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 25. Et au fur et à mesure, il ne faudra pas choisir des chiffres qui ont déjà été choisis. Et puis, selon le chiffre que vous donnez, on vous posera une question. Et puis, il faudrait y répondre. OK. Est-ce qu'il y en a qui veulent se porter volontaire pour passer en premier? On aime ça, les gens braves. OK. Oui. Alors, donne-nous un chiffre alors, entre 1 et 25. 12. 12. OK. La question numéro 12 est: quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné en relation ou concernant les relations? Alors, je ne sais pas si c'est un conseil qu'on m'a donné. Je pense plus que c'est partie des choses que j'ai lues, entendues via des gens qui soit m'inspirent, soit des gens que je trouve bien, ou dans les couples que je connais un peu. Je pense que une des choses qui, pour moi, importante dans une relation, c'est de comprendre que ce qui marche pour un couple ne marche pas forcément pour l'autre. Déjà. Donc les histoires ne se ressemblent pas parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. Je pense qu'il est important pour une relation que chacun trouve son équilibre dans la relation et trouve son équilibre dans la relation et que l'autre soit un soutien pour lui. Mais cela dit, je vais quand même citer quelque chose que j'ai entendu une fois de la part d'un acteur connu qui disait qu'il n'est pas responsable du bonheur de sa femme, qu'elle est d'abord responsable de son bonheur à elle. Donc, et que lui, il a un bonus à ce bonheur-là. Et au début, j'ai été un peu réfractaire à ce qu'il a dit, mais après, j'ai compris, tu vois, que on ne peut pas aller dans une relation en attendant que ce soit l'autre qui nous soigne, que ce soit l'autre qui nous guérisse, que ce soit l'autre qui nous porte, en fait. Il faut avoir fait ce travail-là déjà. Il faut se connaître, il faut s'aimer, il faut s'apprécier, il faut connaître ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qui on est. Et seulement l'autre peut être un soutien nécessaire, mais ça ne peut pas être la solution miracle à ce problème. Donc, je pense que les relations ne se ressemblent pas et qu'il faut beaucoup communiquer. Un des aspects pour moi très importants dans une relation, c'est vraiment de communiquer, de parler de tout. Il n'y a pas de tabou dans une relation. Pour moi, il n'y a vraiment pas de tabou dans une relation. Il faut parler de tout très tôt. Il faut parler d'argent, il faut parler de religion, il faut parler de spiritualité, il faut parler de sexe, il faut parler d'amitié, d'amour, de famille. Il faut creuser sur tous ces sujets-là dans les premiers mois d'une relation. Comme ça évite de se mettre en couple avec quelqu'un pendant 6 mois, 12 mois, tomber amoureux et se rendre compte qu'en fait, on est aligné sur rien. Pas sur l'argent, pas sur la religion, pas sur la famille, pas sur comment on conçoit la vie des enfants, pas sur l'éducation des enfants. Pour moi, c'est beaucoup de communication, beaucoup de respect, de considération. Et surtout, et pour ne pas être très long, être des amis. Être des amis, c'est important. Moi, je sais que ça a été important dans les relations dans lesquelles j'ai été. Parce qu'au-delà de l'aspect charnel d'une relation que ça peut apporter, le sexe est une petite partie d'une relation, à mon avis. Ce n'est pas la plus grande. Ça dure quelques minutes. Dans une journée, la réalité, c'est quelques minutes. Voilà, même si c'est 30 minutes, c'est quelques minutes. Ce n'est pas 1 heure. Ça reste quelques minutes. Et on ne le fait pas tous les jours, je sais pas quoi. C'est pas la chose la plus importante. Par contre, on est appelé à vivre avec cette personne. Et il faut que cette personne soit une amie. Quelqu'un avec qui on peut rire. Moi, je ne conçois pas d'être en couple, dans une relation avec quelqu'un avec qui je ne peux pas jouer. J'ai une âme d'enfant et j'adore jouer. J'adore rigoler. J'adore faire des blagues. J'adore courir, sauter, tout ce que tu veux. Avoir des moments câlins, avoir des moments joyeux, avoir des moments tristes aussi avec qui je joue. Pour que la personne puisse me soutenir. Donc, je pense vraiment qu'être ami, c'est très important. Communiquer, c'est très important. Se respecter, c'est important. Mais surtout comprendre que ce qui a marché dans une relation, même avec la relation avec quelqu'un d'avant, ne va pas forcément marcher avec la personne avec qui on est maintenant. Parce que ce n'est pas la même personne. Donc, moi, c'est ce que je dirais. Merci beaucoup. Il y a des gens que j'ai entendus rire pendant certaines parties. No comment. Il peut commenter, hein. Il peut commenter. Non, tout est clair, tout est clair. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Bon, sexe 30 minutes, pas tous les jours. Bon. Mais j'aimerais bien comprendre, Lionel, ça veut dire quoi que tous les jours, tu pourrais le faire tous les jours, 30 minutes ou plus, ou bien est-ce qu'il y a une opposition? Je n'ai rien dit.
Il n'a rien dit. Euh, ouais, enfin, chacun fait ce qui marche pour 30 minutes, c'est bon, ouais, minimum. Alors, c'est peut-être un chiffre indicatif, Lionel. Indicatif, ouais. Ça peut être 45, ça peut être 10. Exactement, c'est le contenu que j'ai retenu, le message est passé. C'est le contenu qui est important. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi, surtout sur le point de la communication. Ça, c'est un truc que je dirais j'ai appris lors de mes 2 dernières relations. C'est extrêmement important de pouvoir communiquer librement avec sa partenaire. Ça m'a pris du temps pour arriver à ce niveau d'ouverture là, de parler librement d'émotions, de peur, voilà, de joie, etc. avec quelqu'un, de s'ouvrir à ce niveau-là. Mais je dirais, quand vous atteignez ce niveau de liberté d'une relation, c'est génial. C'est avoir un confident, une confidente, pouvoir s'exprimer, exprimer ses peurs, ses joies, ses peines et tout avec quelqu'un, c'est libérateur. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, je vais poser la prochaine question à Lionel, puisque qu'on est déjà lancé. Et tu peux choisir un nombre entre 1 et 26. Disons 22. 22, d'accord. Alors, la question 22. Avez-vous déjà eu à vous excuser en amour? C'était quand la dernière fois? Et pourquoi? Si c'est pas trop discret. Non, pas du tout, mais enfin, tout le temps. Tout le temps. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris à l'aide de mes précédentes relations, c'est faut pas avoir d'ego en relation. Ça, j'ai eu la chance de l'apprendre très tôt. Sortir un peu de ce moule africain comment on dit ça, paternalité, je sais pas comment on dit en français, où voilà, tu es l'homme, tu dois projeter cette image de force, de respect, etc. Non, moi, en relation, j'ai absolument pas d'ego. Si j'estime que j'étais en tort, je m'excuse. Si j'estime que m'excuser, pas forcément d'avoir fait quelque chose de mal, mais d'avoir froissé quelqu'un par ma réaction, je m'excuse et je le fais assez librement. La dernière fois, je dirais, c'était un laps de communication. Ma partenaire et moi, on ne s'était pas compris sur quelque chose. Et voilà, j'ai dit des trucs qui l'avaient offensé, sans être méchant, sans avoir pensé être méchant. Et pour moi, c'était naturel de m'excuser. Parfois, on peut s'excuser pour avoir fait quelque chose de mal. Parfois, on peut s'excuser pour avoir omis de communiquer. Ça peut être n'importe quoi, mais pour moi, s'excuser, c'est un acte banal. J'imagine qu'il faut travailler sur son ego pour pouvoir arriver au point où on peut s'excuser facilement. Est-ce que c'est à force d'avoir, genre, tu te dis, tu as vu ton partenaire, triste ou quoi, et ça te touche, et du coup, tu travailles dessus? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui fait que tu as pu travailler, comme tu disais, sur l'ego? Ouais, je dirais que j'ai eu une relation quand même assez formative. Ça, c'était vraiment, j'étais beaucoup plus jeune, où pour la première fois, j'avais une partenaire qui m'a fait comprendre que c'est pas, je vais dire, c'est pas en projetant cette image de masculinité, de force, je sais pas, de respect que j'allais obtenir son amour. Elle a rendu naturel le fait d'exprimer mes émotions. Avec elle, je me sentais libre de pleurer, je me sentais libre voilà, de montrer ce côté de moi-même là qui aurait pu être catégorisé comme faible ou bien, je sais pas. Mais elle a rendu ça naturel. Et je dirais, le fait que j'ai eu cette relation très tôt, que ça m'a montré que voilà, ça n'apportait absolument rien, sinon que de mauvaises choses, d'avoir de l'ego avec son partenaire. Le moment où tu choisis quelqu'un pour être vulnérable, comme Christophe le disait, communiquer, jouer, etc.,
tu dois aussi être confortable à l'idée d'exprimer tes regrets, voilà. Donc pour moi, je dirais avoir eu ces relations très tôt m'a montré que l'ego, en fait, dans une relation ne pouvait que blesser. Et du coup, je me suis débarrassé de ce fardeau-là. Okay. Alors, moi, j'ai une question pour le groupe, parce que j'ai eu un grand débat récemment avec des gens sur les excuses. On n'était pas tous d'accord. Et la question du coup que j'ai, c'est que est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels vous ne vous excuserez pas auprès de vos partenaires? Parce que le débat que nous, on avait, c'est qu'il y a c'est sûr, il faut s'excuser, etc., quand tu as froissé la personne ou tu as fait quelque chose de mal. Mais il y a des contextes où on peut avoir l'impression qu'on n'a rien fait. Ou que peut-être, je sais pas, que peut-être la réaction de la personne en face n'est pas légitime, même si moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais est-ce qu'il y a des contextes du coup dans lesquels vous serez en mode voici la situation, mais moi je m'excuse pas parce que j'estime que m'excuser serait accepter que j'ai fait quelque chose de mal, admettre quelque chose qui n'est pas forcément vrai, ce serait prendre la faute sur quelque chose que je n'ai pas fait, etc. Je sais pas, je suis curieuse. Ouais. Je peux? Oh, John, ouais. D'accord, ok. J'aimerais d'ailleurs vouloir intervenir sur la question, justement par rapport à ce point. Je crois que tous les hommes, quel que soit le niveau de catégorie sociale, seraient prêts à s'excuser pour une quelconque erreur ou bien malentendu avec sa femme. Je crois que tous les hommes le font, d'ailleurs, mais parfois, il faut pas en abuser. Je crois que quand on a l'impression que le fait de s'excuser donne une certaine force à la femme, peut-être ça lui donne une certaine notoriété. Je crois que ça pousse l'homme aussi à être beaucoup, beaucoup plus résilient, à s'excuser. Parce qu'après tout, nous sommes en Afrique. Là, je parle du contexte africain où l'homme reste toujours ce qu'il est considéré depuis longtemps. Et que, mais en privé, les hommes ont tendance à s'excuser. Le contexte où, personnellement, moi, j'aurais du mal à s'excuser, c'est lorsque je ne me retrouve pas du tout dans ce qu'on me reproche, ou bien on n'a pas du même point de vue sur la question. Peut-être je trouve que c'est quelque chose qui est normal et mon partenaire trouve que c'est vraiment une erreur grave et là, on a du mal à s'entendre et j'ai du mal à m'excuser pour ce genre de choses. Même ça, dans une situation où on vit l'amour, je dirais l'amour parfait, peut-être de mon côté, si j'aime bien ma partenaire, ce que je pourrais faire, je peux m'excuser pour quelque chose que je me sens pas vraiment redevable. Parce que je ne veux pas de problème, parce que je ne veux pas que ça aille loin. Je veux qu'on retrouve une certaine sérénité au sein du couple. Je peux m'excuser. Mais là où ça devient difficile, c'est lorsque ça devient une exigence parce que vu certaines attitudes, on peut avoir l'impression que ton partenaire exige forcément que tu t'excuses. Et là, moi, je peux me résigner, je peux refuser de m'excuser juste parce que j'ai l'impression que elle voulait vouloir m'imposer ou bien elle veut forcément que je m'excuse. Donc, dans ce contexte-là, je peux refuser de m'excuser. Voilà. Je comprends. Mais moi, ma question serait, est-ce que tu peux t'excuser pour la manière dont elle s'est sentie, même si tu ne t'excuses pas pour ce que tu as fait parce que tu estimes que c'était pas une faute grave? Oui, je peux le faire. Tout dépend de quel type de relation. Il y a des relations auxquelles tu tenais tellement que tu ne veux même pas que ta partenaire soit fâchée, en fait. Tu ne veux même pas la voir triste. Tu veux pas, tu vois, donc tu es prêt à tout. Mais ces genres de relations sont souvent rares. Donc, pour les autres relations là, tu laisses aller là où elle veut aller, tu laisses là où elle veut aller. Oh wow, John. Je vais m'abstenir de poser la dernière question que j'avais en tête. Moi aussi, j'ai une question en tête, mais on va te poser la question là pour le bien de
Des gens de type de De relation ton en ce couple. moment. Waouh, d'accord, franchement. Si, il y a des, je le rejoins un peu sur certains points. Et ma réponse à moi, ça allait être de te dire que je pense pas que ce soit le type de question là où c'est oui ou non, où c'est noir ou blanc, en fait, déjà. Et je pense que c'est vraiment selon la relation. Quand on avait quelqu'un qui peut-être dont on se rend compte que la personne est toxique et qui est donc celle qui n'a jamais tort. Tu vois, la personne qui n'a jamais tort. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà été en couple avec ce genre de personne. Moi, Ouais. j'ai déjà eu Ouais. cette relation. Quelqu'un qui n'a jamais tort. Qui, chaque fois que vous avez une engueulade ou une prise de tête, c'est toi. C'est toi. Et je me souviens lui avoir dit que, tu sais, je ne peux pas avoir tort 200 fois, en fait. C'est pas possible. Il y a au moins 2 fois sur les 200 où ce sera toi. Donc, tu vois. Donc, je pense que ça dépend de la relation qu'on a avec la personne. Et je suis assez d'accord sur le fait que, comme John voulait dire, selon l'attachement ou l'affection ou l'amour qu'on porte à la personne, parfois on ne veut pas la voir triste, énervée ou peu importe. Et on va dire, bon, je vais avaler cette couleuvre, je vais m'excuser. Voilà. Ou simplement, et pour moi, ce qui serait le mieux, le plus sain à faire, c'est plutôt ce que Meggy, c'est suivre la question que Meggy a posée, c'est s'excuser pour le ressenti que la personne a eu, pas forcément pour ce qu'elle dit avoir qu'on a fait. Parce que si je dis, je n'ai peut-être pas fait de mal, en fait, je pense que en tout cas, je ne voulais pas te faire de mal, mais tu as mal. Et c'était pas mon but, donc je m'excuse pour ça au moins, en fait. Donc je pense que ça au moins c'est faisable. Maintenant, s'excuser à tout prix, à tout va, je ne suis pas sûr que ce soit sain non plus de le faire à chaque fois, en fait. Parce que ça peut créer aussi un cycle un peu destructeur, là où la personne en face se dit que, bah, en fait, tu me dois toujours des excuses à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Ouais. Mais du coup, les situations où vous vous excusez pour le ressenti de la personne et pas pour ce que vous avez fait. J'ai envie de concrétiser. Ok, disons, ok, on est sorti. Je suis la partenaire, je sors avec n'importe qui, un d'entre vous ici là. On est sorti, on est allé quelque part et tout. Et puis, moi, je suis fâchée après parce que j'estime que vous avez parlé trop longtemps à la serveuse ou je sais pas quoi, vous étiez en train de flirter avec la serveuse. Et donc, on en parle, etc. Et vous estimez que vous n'avez rien fait de mal. Vous aviez une conversation complètement normale, amicale, blablabla avec la serveuse. Donc, au moment de fermer la conversation, ça va être « Ok, Aïssata, je m'excuse que mon comportement t'ait donné l'impression que tu comptais pas. » Enfin bref, vous allez trouver le moyen de formuler vos excuses. Maintenant, ce que vous avez fait que j'ai pas aimé là, vous allez refaire ou bien, comme vous estimez que c'était pas grave, vous allez continuer? Non. Non. Déjà, dans l'exemple que tu as donné, clairement, parce que la ligne peut être floue. C'est-à-dire que tu peux avoir essayé que j'ai flirté avec la serveuse. Donc, je vais le comprendre. Je ne vais même pas essayer de discuter, en fait. Je te dis que, ma chérie, je suis désolé, vraiment, ça ne va plus arriver. Vraiment, c'est tout. Et je ne le ferai plus. En tout cas, j'essaierai de plus le faire. C'est une situation clairement dans laquelle je ne vois pas d'ambiguïté. Dans les excuses. Je n'en vois pas. Moi, je suis d'accord avec toi. Là, il y a vraiment pas d'ambiguïté. Vous êtes dans une relation et ta partenaire estime que quelque chose que tu as fait est borderline disrespectful. Là, pour moi, c'est clair que tu t'excuses et vous passez. Ce que je voulais juste ajouter, c'est pour revenir sur ce que tu disais, Meggy, pour moi, c'est généralement quand il y a des problèmes dans les couples, ce n'est jamais une situation. C'est une situation qui s'escalade. C'est genre, vous commencez peut-être avec la discussion sur la serveuse, après, dans la discussion, les gens disent des trucs, et après, les émotions montent, et après, etc. Et pour revenir à ta question, pour moi, c'est, si j'estime que je n'ai vraiment rien fait de mal, mais qu'au cours de la discussion, etc., j'ai pu froisser tes émotions, j'ai pu dire des trucs, etc., je n'aurais aucun souci à m'excuser pour tout ce que j'ai fait, après le fait que tu me reproches. J'essaierai de t'expliquer ma vision des choses, pourquoi j'estime que je n'ai rien fait de mal, mais je n'aurai absolument aucun souci à m'excuser pour si j'ai dit des trucs qui t'ont blessé, si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé après. Mais je suis d'accord avec mes confrères ici pour dire que parfois, il faut que tu t'excuses, parce que si tu t'excuses aussi à tout va, après un moment, ça n'a plus de poids. Il faut vraiment que si je m'excuse, c'est que je sente que j'ai fait quelque chose de mal. Si après m'être expliqué avec toi, à tête reposée, etc., tu réussis à me convaincre que ma façon de voir ne correspond pas à ce que tu attends, ce que tu espères, etc., là, là, je pourrais m'excuser sans souci. Mais
Pour moi, c'est plus dans l'escalade du problème, etc. C'est qu'est-ce que j'ai pu faire qui, en fait, aurait pu t'énerver, aurait pu te rendre triste, chagriné, etc. Ok, super, super. Ok, bon, on va passer à John. John, tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que tu veux choisir un chiffre entre 1 et 25 qui n'a pas déjà été choisi? Bon, je donne 8. Ok. Question numéro 8. Quels sont tes traumatismes d'enfance qui ont influencé ta façon d'aimer? Oui, les traumatismes d'enfance, je ne peux pas dire que je n'en ai pas du tout. Personnellement, je le ressens. Et moi, j'ai vécu une enfance un peu difficile. Je n'avais pas connu en fait l'affection de mon père parce que j'avais vécu avec ma mère tout le temps. Mon père n'était pas là. Donc pour moi, c'était vraiment un traumatisme absolu, même si j'en parle très peu. Et ma remarque, c'est que ça a beaucoup affecté ma manière de vivre et tout. Et j'avais construit autour de moi une forme de résilience pour pouvoir supporter tout ça là depuis l'enfance, ce qui fait que ça agit sur tous les plans jusqu'au niveau des relations. Et au niveau des relations, selon moi, ça agit au niveau de ce qu'on peut appeler l'attention. Je ne suis pas du genre à être très attentionné et je me culpabilise pas beaucoup parce que je n'en ai pas trop eu. Je n'en avais pas eu de la société, donc je ne peux pas transmettre ça naturellement. C'est pas une excuse, mais je fais des efforts parce que on peut l'apprendre. Donc aujourd'hui, je ne suis pas ce que j'étais avant, il y a quelques années. Mais le premier impact, c'est vraiment au niveau de l'affection que je peux donner à quelqu'un dans une relation. Je ne suis pas vraiment du genre à le faire. Je l'ai appris sur le tas. Le deuxième niveau aussi, c'est l'attachement. Je suis attaché très peu aux gens. Peut-être les gens qui me sont vraiment très chers, mais au-delà de ça, j'ai eu souvent des amitiés ou bien des relations un peu limitées avec mes proches. Et j'ai l'impression que c'est lié à ça aussi, c'est lié à ça. Et personnellement, au niveau de ma relation amoureuse, ça a beaucoup joué, ça a influencé aussi ma relation du point de vue où parfois je suis un peu égocentrique, tout simplement parce que j'avais vécu l'enfance là où je suis au centre de moi-même. Autour de moi, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'autre chose. Donc, j'étais seulement focus sur moi-même, ce qui fait que dans mes relations, ça a beaucoup impacté au point où j'ai fait un travail personnel sur ma personne, sur comment entretenir une relation. Et ma dernière relation a été en quelque sorte une capitalisation de toutes ces expériences-là, vu les efforts que, en tout cas, je me suis senti ou bien j'étais obligé de fournir. Pour moi, c'est vraiment une amélioration. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ces traumatismes. Il y a d'autres, mais je crois que ce sont les plus importants. Franchement, merci. Merci pour ta vulnérabilité. J'ai envie de te demander, comment est-ce que tu as fait ces liens-là entre ton enfance et la manière dont tu es en relation en ce moment? Est-ce que c'est des choses que est-ce que ça vient de la thérapie? Est-ce que c'est de la réflexion? Je suis vraiment curieuse de comment est-ce que tu as réussi à faire le lien? Ça vient d'abord d'un constat. Je fais aussi la comparaison puisque j'ai des amis. Donc, j'essaie de regarder autour de moi comment les choses se passent. Et je vois que sur certains plans, moi, je suis complètement off. Je suis en dehors de la plaque. Donc, j'essaie de faire le lien et parfois, je me dis que sûrement que c'est ça. Et thérapie, non, je n'ai jamais eu la démarche thérapeutique, mais
je me suis documenté aussi, hein. J'ai lu des documents sur ces genres de choses et j'ai vu que il y a des liens parfois que les gens expliquaient des liens entre cette vulnérabilité de l'enfance sur la personnalité que tu seras dans l'adulte. Et j'ai fait le lien à travers mes lectures aussi. Et voilà, j'ai essayé de trouver une porte de sortie. Et c'est un processus qui continue. Jusqu'aujourd'hui, j'essaie de travailler sur ça. D'accord. En tout cas, c'est hyper intéressant, surtout de pouvoir faire le lien comme ça soi-même, par sa propre initiative. Ah, merci. Je pense que je dois poser la prochaine question à Christophe. Oui. Est-ce que tu peux avoir un chiffre? 15. D'accord. Alors, laisse-moi voir. 15. Comment exprimez-vous l'amour quand vous êtes amoureux? La première, c'est une belle question. Mon temps, déjà. Je donne énormément de mon temps. C'est-à-dire que, mon temps. C'est la première des choses qui me vient en tête. Il n'y a pas de, j'estime que si je suis amoureux et qu'on est en couple et qu'on est amoureux tous les deux, c'est encore mieux quand même, quand c'est partagé. Certainement. Je ne veux pas être dans le film. C'est quand même mieux. Je ne vais pas dire que mon temps t'appartient, mais je ne vois pas comment est-ce que je dois. Il n'y a quasiment pas de programme que je fais dans lequel je ne t'inclus pas, ou dans lequel je ne pense pas que il faut que au moins je te dise ce que je vais faire. Et ça, c'est la première des choses. Et dans le temps, je mets aussi la communication. Et une chose que j'aime dire, et je ne la dis pas seulement, je la fais aussi, c'est que quand je suis amoureux, la personne le saura, la personne le sait. Il n'y a pas de doute. Je ne laisse pas le doute planer, en fait. C'est-à-dire, tu vas le savoir le matin, le midi, le soir. Tu vas le savoir que je t'aime et que je... Non, un bon pour lui. Un bon pour lui. Waouh, j'ai aimé. Je ne laisse pas de doute à ça, en fait. Parce que je pense que... De telle sorte que même quand je pose un acte, si jamais je pose un acte qui te blesse volontairement ou involontairement, il ne faudrait pas que tu te dises que c'est parce que je ne t'aime pas ou parce que je ne veux plus être avec toi ou parce que je ne sais pas quoi. Et que tu comprennes que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait exprès et que ça ne vient pas de... Il n'y a pas de malice derrière, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment mon temps, la communication et te prouver que... pas te prouver, parce que ce n'est pas une question de prouver, parce que je ne suis pas dans la démonstration, mais vraiment te faire comprendre que je t'aime et que c'est toi, en fait. Et pour moi, tout ça... Peut-être un des derniers critères que je rajouterais, c'est la loyauté. C'est te montrer qu'en fait, c'est toi, il n'y a personne d'autre. Vraiment être loyal sur plein de choses, sur l'amitié que je te porte, sur l'amour que je te porte, sur le temps, sur l'investissement que je mets dans le couple, sur la communication, sur l'intimité qu'on partage, sur la tendresse qu'on partage. C'est la tendresse que j'ai, je te la donne. Je te la donne et ce n'est pas parfait. Ce que je dis là, j'ai l'impression que même quand je m'entends parler, c'est comme si tout ce que je dis, c'est le mot des bisounours. Ce n'est pas parfait quand je suis en couple avec quelqu'un, mais vraiment, ce sont les mots. Je dirais que c'est comme ça que j'exprime mon amour, vraiment par le temps, d'abord, et tout ce qui va avec tout ce que j'ai cité. C'est surtout ça. Et surtout, m'arranger à ce que la personne ne doute jamais que je l'aime. Jamais. C'est tellement beau, machallah. C'est tellement beau. Et je voudrais vous rappeler qu'à la fin de l'épisode, on va vous demander qu'est-ce que pour vous l'amour. Donc, vous pouvez déjà commencer à y réfléchir en attendant cette dernière question. Je sens que je vais être la personne qui va ralentir cet enregistrement. Mais j'ai une question. Du coup, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu t'attends à ce que tes partenaires te montrent l'amour de la même manière? Est-ce que c'est aussi comme ça que tu reçois l'amour? Est-ce que c'est aussi par le temps, la loyauté, la communication? Et dans les moments où ça clique pas, comment est-ce que tu gères? Alors, j'ai appris à la dure que c'est pas parce que tu fais quelque chose que la personne en face va forcément faire la même chose, en fait. Puisque cette personne-là a son vécu et a ton ou ta partenaire a sa manière de donner l'amour. Mais j'ai quand même eu la chance d'avoir, notamment dans ma dernière relation, quelqu'un qui était
vraiment au même niveau d'énergie que moi en ce qui concernait le temps, la loyauté et la démonstration de cet amour. On a eu une relation d'1 an et demi à peu près. Et la meilleure manière pour moi de décrire cette relation, c'est le fait que tous les jours, je me levais le matin et tous les soirs, j'allais dormir en étant persuadé à 100% que j'étais aimé. Je n'ai pas eu de doute là-dessus, du premier au dernier jour de la relation. Je n'ai pas eu de doute. Donc, dans l'idéal, c'est ça que j'aimerais recevoir. C'est ça que j'aimerais recevoir dans l'idéal, c'est ça. Mais si ce n'est pas le cas, j'estime que la personne peut-être vient avec autre chose à laquelle je peux m'accrocher et me dire que c'est sa façon d'aimer. Et donc, moi, je donne ça et toi, tu me donnes autre chose en face. Et bon, on fait avec. Je n'attends pas exactement, je ne cherche pas un clone dans une relation. Je ne cherche pas un clone parce que ça n'existe pas. Mais si je reçois ce que je donne, c'est tant mieux. Après, il y a un minimum. Il y a un minimum. Pour moi, l'amour ne va pas sans loyauté. L'amour, et dans l'amour, je mets même l'amitié. Il faut être loyal envers ses amis, il faut être loyal envers la personne qu'on aime, il faut être loyal envers sa famille. Donc pour moi, l'amour ne va pas sans loyauté, ça ne va pas sans une certaine, un certain engagement en termes de temps. Maintenant, il y a des degrés. Moi, je sais que je vais peut-être plus loin que la plupart des gens, ou en tout cas la plupart des gens avec qui j'ai été en couple, mais je n'attends pas 100% que ce soit ça qui me soit donné. Mais si ça l'est, je prends. Et je l'ai déjà vécu. Et c'était très très beau de vivre une histoire comme celle-là. Merci. On va passer à Lionel. Let's go avec le numéro 13. Le numéro 13. Ok. Question numéro 13. Qu'est-ce que tes ex t'ont appris que tu aimerais reproduire ou ne plus jamais reproduire dans une relation actuelle ou future? Ah ouais, ça c'est une belle question ça. Déjà, je pense que un peu comme John, chaque relation m'a appris quelque chose à propos de moi, à propos des relations que j'ai utilisées dans les relations suivantes et que voilà, je dis souvent que aimer c'est it's a skill and I'm getting better at it. Like chaque relation, j'essaye de m'améliorer sur un aspect, etc. Tout en gardant en esprit, comme Christophe l'a dit, que chaque relation est différente. Ce qui a marché avant ne marchera pas forcément pour la prochaine. Mais je dirais par exemple ma dernière relation. Déjà, c'était une relation vraiment fantastique. J'ai énormément appris à propos de l'amour, de moi, de comment je réagis en relation. Mais je dirais les deux principales leçons que je retire de cette relation sont je me suis rendu compte que l'amour, c'est un sentiment. Mais peut-être je suis en train d'anticiper sur la question à la fin, mais l'amour, c'est un sentiment, mais l'amour, c'est aussi it's a commitment. C'est un engagement. Et c'était ma première fois vraiment de réaliser ça. Et enfin, ça ressemble à rien comme ça, mais c'était comme un déclic en fait. C'est tout petit jusqu'à l'adolescence, le début de l'âge adulte et tout. Pour moi, l'amour, c'est ok, ce que tu ressens, c'est tu veux passer du temps avec la personne, tu veux être intime avec la personne, etc. Mais ma dernière relation m'a montré que l'amour, c'est un engagement envers l'autre personne. Ça veut dire c'est décider mentalement que vous êtes ensemble et que vous allez faire face aux difficultés ensemble. Et que quand tu as choisi quelqu'un, c'est la base en fait. Et quelles que soient les épreuves et tout que vous allez rencontrer, vous avez décidé que quel que soit ce qui se passera, vous allez en sortir ensemble. Et ça, honnêtement, c'est une leçon assez puissante que j'espère apporter avec moi dans mes relations futures. La deuxième chose, c'est que avant mon ex, je pensais être bon en communication dans une relation, mais elle m'a vraiment pris là et elle m'a mis là. C'est une personne avec qui je me suis senti tellement bien, tellement vulnérable que je n'avais aucune barrière, comment dire, c'est quoi le mot? Il n'y avait aucun tabou, aucune barrière, etc. Je lui ai donné tellement d'accès à comment je réfléchis, comment je processe mes émotions, comment le monde autour de moi m'impacte,
que à chaque fois, on avait presque jamais de problème parce que elle avait aussi tellement d'empathie que quand quelque chose se passait, elle était comme dans ma tête déjà. Elle sait comment je réfléchis, elle sait comment je m'exprime, elle sait quand je dis quelque chose, comme Christophe le disait, elle n'allait jamais supposer que il y avait de la malice derrière parce qu'elle me connaît, elle sait que je l'aime, elle sait comment je réfléchis, elle sait comment je... Donc en fait, on avait atteint un niveau de communication où, bref, on pouvait finir nos each other sentences. Like. Et pour moi, c'était, je n'avais jamais expérimenté ça dans ma vie. Et ça a tellement amélioré la qualité de ma relation que je me dis, j'aimerais reproduire ça dans le futur. Avoir quelqu'un avec qui on communique tellement bien que voilà, tous les obstacles et tout, we can talk it through. C'est très beau. Est-ce qu'il y a des choses de tes relations antérieures que tu ne veux pas reproduire? Ouais, définitivement. Ça, j'étais beaucoup plus jeune, mais je dirais que dans ma vie, j'ai eu une seule relation toxique, mais vraiment toxique. Et Attends, c'est qui était toxique? la relation était toxique. Si tu veux. Si je dis maintenant qu'elle était toxique, tu vas me blâmer. Pardon. Ah non, la relation était toxique. Disons, la relation était toxique. Je suis quelqu'un d'assez calme, posé, mais avec cette personne, j'étais tout le temps en train de me chamailler, on se criait dessus, c'était, it was draining, c'était épuisant, c'est genre, tu sais que vous allez passer 2 moments, 1 sur 2 sera mauvais. Et je veux pas, si c'est que je suis avec quelqu'un et que j'ai l'impression que la personne me prend de l'énergie, pour moi, I need to get out. Donc, ouais. Une relation où on peut pas bien communiquer, on peut pas communiquer sans se crier dessus, une relation où... C'était surprenant parce que j'avais l'impression qu'elle aimait ça, en fait. Que elle, c'était sa façon, en fait, de savoir que je tenais à elle, que j'exprime mes émotions de manière assez violente, verbalement. Et pour moi, c'est à l'opposé de qui je suis. J'aime pas, je suis quelqu'un de calme, posé. J'aime pas avoir à crier. J'aime pas avoir voilà, exprimer mes émotions de façon négative. Du coup, ouais, je veux jamais avoir à reproduire ça. Je veux jamais avoir à être dans une relation comme ça dans ma vie. Amen, on te le souhaite, hein, de Merci, ne pas. merci bien. Alors, c'est à John. Oui. La prochaine question. Je prends le numéro 16. D'accord, numéro 16. Ah, très intéressant. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire quoi pour toi? Tromper ou se faire tromper? Tromper ou se faire tromper? Oui, en fait, c'est quel acte ou qu'est-ce que tu mets dans tromperie? Est-ce que c'est la définition de la Bible ou du Coran ou est-ce que c'est moins strict? Est-ce que c'est plus strict? Tromper son partenaire, pour moi, c'est plus large. Ça ne se résume pas à des définitions telles que définies dans la Bible. Pour moi, ça va au-delà. Quelqu'un a parlé de la loyauté. La loyauté, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi dans une relation, et parce que j'avais vécu une expérience très très marquante dans une de mes premières relations. Elle était très loyale et ça m'a beaucoup marqué, et moi j'ai gardé ça comme le benchmark. Pour moi, bon, ça va de soi, et ça rejoint la question. Pour moi, tout ce qui ne rentre pas dans cette démarche-là, c'est une forme de tromperie. Que ce soit aujourd'hui, on est à l'ère d'ouverture où on ne peut plus rester un peu coincé, ou bien on est ouvert, mais pour moi, le fait d'accepter, par exemple, une invitation, par exemple, pour moi, c'est déjà une tromperie.
Donc, vous voyez un peu là où je veux en venir. Pour moi, c'est beaucoup plus large. Ça va dans tout ce qui peut être, pour moi, un risque à notre relation. Donc, c'est vrai, il y a des limites. Je ne peux pas prendre tout dedans. Il y a des limites. Mais pour moi, tout ce qui peut causer des frustrations, tout ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse dans une relation qui peut aller dans ce sens-là, pour moi, c'est vraiment une tromperie. Je me pose souvent la question, une femme mariée, par exemple, est-ce qu'elle a le droit de donner son numéro de téléphone à un pointeur? Pour moi, c'est déjà une tromperie. Parce que accepter de donner ton numéro à un pointeur qui va te fatiguer, qui va t'appeler tout le temps, c'est vraiment une tromperie. Maintenant, ne me posez pas la question si moi je le fais ou pas. Je l'avais pas posé, mais C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Maintenant, avoir le deuxième volet, c'est être trompé ou bien avoir. Meggy, tu peux rappeler le deuxième volet de la question? Ça veut dire quoi, se faire tromper ou tromper? Bon, se faire tromper, selon moi, c'est lorsque tu me fais croire une situation, peut-être si on le lie à la question du jour, l'amour, c'est que je peux me faire tromper par une fille qui me prétend m'aimer alors qu'en réalité, elle ne m'aimait pas. Donc, elle peut me tromper sur toute la ligne et peut-être moi, je vais mettre tout mon cœur, toute mon énergie et après, je découvre que elle ne m'aimait pas. Donc, c'est dans ce sens que j'ai compris se faire tromper. Il y a beaucoup d'exemples qui ne rentrent pas forcément dans le cadre de l'amour. Se faire tromper sur plusieurs choix, par exemple un choix d'investissement, par exemple, ou d'autres choses, c'est autre chose, mais je vais me limiter juste à ça. oui, je peux me faire. Je pense vraiment dans le contexte infidélité. Infidélité, hein. Constitue une infidélité. Donc là, tu nous as dit donner un numéro de téléphone à un pointeur, c'est une infidélité. Tu as aussi précisé que tu n'allais pas nous dire si toi tu donnes ton numéro de téléphone à tes pointeuses. Et pourquoi pas? Ça m'intrigue, moi. Toi, tu donnes, John? Oui, je peux donner, mais ça ne veut pas dire que je justifie ça. Je trouve que c'est pas normal de le faire. Je peux donner, et il y a des fois je donne pas, hein, ça c'est clair. Je ne donne pas, mais il y a parfois la tentation est tellement élevée que je donne. Vraiment? Si je peux me permettre, Vicky, ça veut dire clairement tu trompes. John, on t'a posé une question. Oui, la question c'est qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est-à-dire que si tu considères que une femme ta partenaire ou celle de quelqu'un d'autre, hein, qui donne son numéro à des pointeurs, elle est en train de tromper. Parce qu'effectivement, tromper, ça peut être plusieurs choses. Et que toi, tu le fais quand même aussi, ça veut dire que tu l'as fait. Disons que tu l'as fait parce que voilà. Ou que tu l'as fait par le passé, ça veut dire que tu as potentiellement trompé la part d'autre. Oui. Ok. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je crois que sur ce débat, on ne peut pas tolérer l'infidélité de l'homme, même si en Afrique, dans la conscience collective, on a toujours une marge de tolérance pour les hommes parce que on pense que les hommes sont moins vulnérables du point de vue le choix ou bien la décision, mais parce qu'on pense aussi que les femmes sont plus vulnérables en termes de risque, parce qu'une femme qui prend beaucoup de risques peut tomber dans le risque. Je crois que pour ça, pour moi, non, c'est vrai, parce que selon moi, par exemple, je ne tolère pas l'infidélité des hommes. Tu vois, mais parfois on le fait
juste parce que il y a des conditions qui sont presque réunies, ou bien il y a une validation de ça. En fait, vous savez de quoi je parle. En Afrique, ici, là, l'infidélité de l'homme n'est pas condamnée. Je ne justifie pas le fait que les hommes soient infidèles. D'ailleurs, moi, mon combat aujourd'hui, c'est que les hommes aussi apprennent à être fidèles. Moi, mon combat, c'est ça. Les hommes aussi apprennent à être fidèles. Je m'excuse. C'est ton combat. Non, je dis mon combat, c'est personnel. C'est-à-dire que je me lance un défi personnel, bon, pour peut-être pour éviter de l'infidélité, mais également moi j'ai des amis avec lesquels on discute justement de ça puisque on partage beaucoup de choses en commun. J'avoue que ces derniers temps on a vécu des expériences disons personnelles, mais qu'on a partagées entre nous. D'ailleurs on communique sur beaucoup de choses et j'avoue que on s'est rendu compte que ça nous créait beaucoup plus de problèmes que de solutions. D'ailleurs, beaucoup avaient vu leur foyer était en train de briser. Moins de choses, le couple allait s'effondrer à cause de ça. Donc, je ne peux pas vivre tout ça là et encourager l'infidélité des hommes. Mais je voulais dire que dans un contexte où nous sommes, où on ne met pas la femme et les hommes au même pied d'égalité sur cette question-là. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça que ici ça se passe et c'est dans la conscience collective. Du coup, je ne valide pas du tout, mais je suis en train de donner juste mon avis. Même si moi je donne mon téléphone à une fille qui m'intéresse, si je le fais, je reconnais que c'est un péché ou bien, bon, disons, c'est une tromperie envers mon partenaire, mais quand même, bon, je le fais quand même, parfois. Tu sais, John, moi j'apprécie beaucoup ton honnêteté, c'est très bien. Du coup, j'aimerais comprendre, puisque tu as admis que tu trompes, même si c'est pas bien, dans les fois où tu as trompé, quel que soit le degré de la tromperie, est-ce qu'il y avait autre chose que la tentation? Est-ce qu'il y avait d'autres raisons derrière cette tromperie-là? Actuellement, non, il n'y a pas d'autres raisons. Avant, oui. Avant, il y a, dans mes précédentes relations, il faut dire que il y a plusieurs raisons. À l'époque, je n'avais pas pris la décision finale d'être avec mon partenaire. Vous savez, les relations, ça évolue, hein. Même si à un moment donné, vous êtes à un niveau très élevé, mais tant que vous n'avez pas pris la décision finale, surtout, vous n'avez pas une forme de garantie ou d'acceptation totale, on est toujours on ne sait jamais. Donc, sur ce plan, je laisse la porte ouverte. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et la seule et unique, je crois, raison, c'est beaucoup plus pas la tentation, c'est vrai, mais je crois qu'il y a cette curiosité qui fait que à un moment donné, tu te dis bon, parce que l'idée de départ, pour moi, ça m'arrive souvent. L'idée de départ, c'est pas d'aller tromper, même si à l'entrée du jeu, si je prends le numéro, c'est une forme de tromperie, mais l'idée, c'est pas d'aller coucher avec la personne. Vraiment, il y en a beaucoup de cas où moi, je peux garder le contact d'une fille ou bien échanger des contacts avec une fille a priori. C'est pas pour coucher avec cette fille-là. Mais parfois, les choses peuvent tourner dans la mauvaise direction. Et c'est là où on peut parler de la tentation. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que parfois, les relations, parfois, ce que tu vis dans ta relation actuelle peut influencer
ton niveau de résilience par rapport à ça, ça arrive parfois où tu te dis, est-ce que je peux pas appeler telle personne pour voir? Peut-être tu es très stressé dans ta relation actuelle, il y a trop de problèmes, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, des journées très toxiques et tout. Donc, tu peux avoir cette faiblesse de dire, bon, je vais appeler telle personne pour voir, et c'est dans ça que le mal peut arriver. D'ailleurs, c'est pour ça que je me dis que le mieux, c'est de ne pas le faire. C'est de se limiter à ton partenaire, et s'il faut avoir des relations avec à l'extérieur, ça ne doit pas être, ça doit se limiter à des cadres amitié, professionnels et tout le reste. Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, si je le fais, c'est vraiment la curiosité, hein, c'est pas une forme, c'est la curiosité. D'accord. En tout cas, moi, je sais que si on me laisse là, on peut faire tout un épisode sur ce sujet, mais je vais passer à la Ce prochaine serait chose tout en intéressant, disant effectivement. à toutes mes consoeurs, attrapez vos cœurs parce que le dehors est difficile. Dans ce que j'entends là, le dehors est difficile. Mais bon, C'est la street ici. ah, Christophe, vous choisissez un chiffre, pardon. Oui, 17. Quels sont tes toxic traits? Oh, Donc, comme j'ai fait du franglais là, les toxic traits, ce sont des aspects de notre personnalité ou de notre fonctionnement qui sont toxiques et qui peuvent être, ouais. avoir un effet négatif dans nos relations interpersonnelles. Ouais. Alors, avec le temps, j'ai pu identifier mes défauts. J'ai des défauts, et je pense que c'est bien d'identifier ces défauts pour tout le monde. J'ai des défauts que je traîne dans la vie de tous les jours et qui affectent soit mes relations même avec des gens ou en couple. Je suis quelqu'un de très impatient, et je travaille beaucoup dessus. J'ai vraiment décidé que c'est là sur laquelle je dois le plus travailler, mon impatience. C'est-à-dire que je n'aime pas les gens qui marchent lentement dans la rue, par exemple. C'est à ce point-là, c'est vous dire à quel point c'est toxique en fait. Mon impatience est toxique. Si je te demande de me passe-moi une assiette et que tu me mets 30 secondes à me passer l'assiette, je vais m'énerver. C'est à ce point-là, je suis impatient. Et du coup, ça va avec le fait que du coup, je m'énerve. Ou en tout cas, et s'énerver, ce n'est pas forcément le terme. I'm annoyed, which is, en anglais, voilà, je suis agacé. Voilà, exactement, je suis très vite agacé. Et c'est quelque chose que j'ai souvent ramené dans mes relations. Et ce n'est pas bien. Donc, c'est une chose sur laquelle je travaille beaucoup. C'est un des aspects sur lesquels je travaille beaucoup. La deuxième chose que je vais citer et qui est vraiment un trait toxique qui m'a causé des problèmes en relation et sur lequel je travaille, c'est alors c'est assez compliqué parce qu'en même temps, après ce que je viens de dire, j'essaie de trouver le bon bout pour expliquer. Je suis quelqu'un de très joyeux. Je pense que voilà, je suis quelqu'un de très joyeux qui rit tout le temps. Autant je m'agace aussi assez facilement, mais je ris tout le temps. Je ris tout le temps. Je chante trop vraiment en chanter tout à l'heure. Je ris tout le temps en fait. Et je n'aime pas m'énerver quand je suis en couple. S'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est que je ne conçois pas les relations de couple dans lesquelles on s'engueule, dans lesquelles on se chamaille. Parce que pour moi, si on peut passer toute notre vie en rigolant, vraiment, c'est le meilleur des couples du monde. Ça ne me dérange pas. Je dis ça parce que derrière, quand je m'énerve, par contre, quand je suis en couple, quand je suis amoureux et que je m'énerve, j'ai la colère qui passe très difficilement et très lentement. C'est-à-dire que je vais prendre des jours pour descendre. Et je ne vais pas te parler. Et ça, c'est toxique. Pour le coup, c'est quelque chose de toxique. Je suis le chef de la quarantaine. C'est-à-dire, je te mets en quarantaine, je ne te parle pas. Et je sais que c'est mal. C'est mal. Je n'essaie même pas de justifier cet aspect-là de ma personnalité. C'est mal parce que, du coup, tu as quelqu'un en face qui peut-être s'est rendu compte qu'il t'a fait du tort. Il veut s'excuser, mais tu ne laisses pas la possibilité de s'excuser et de revenir assez rapidement, en fait. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas en mode, tu m'as énervé à 10h, à 11h, on se parle. Non, on se parle le lendemain à 11h. Et tu vas passer au moins 24 heures dans cette quarantaine-là. Et j'ai souvent eu des problèmes dans mes relations à cause de ça, parce que je n'arrive pas à me dire, Christophe, c'est pas très grave, passe à autre chose.
Et du coup, je travaille dessus aussi en me disant que il faut que j'accorde un peu de grâce aux gens pour les erreurs qu'ils commettent, en fait. Et que rester sur cet énervement, qui souvent est futile, hein, parce que c'est très souvent futile d'ailleurs. Ma façon de bouder pendant un jour, c'est futile. Et ça fait du mal à l'autre, pour rien, tout simplement. Et je rajouterai en dernier quelque chose que j'ai appris d'une de mes relations, c'est qu'il faut comprendre que la personne qui est avec toi n'est pas toi, en fait. N'est pas toi dans le sens où elle vient avec son bagage, avec sa façon de faire, sa façon d'être. Et je dis ça pourquoi? Parce que j'ai été avec quelqu'un d'introverti. Et moi, je suis quelqu'un de très extraverti. Et je ne savais pas ce que c'est qu'être avec quelqu'un d'introverti. Je connaissais le terme, je savais ce que ça veut dire sur le papier. Mais le vivre au quotidien, pour un extraverti, c'est compliqué. Parce que toi, tu es toujours tu veux parler, tu veux rire, tu veux faire des trucs, et l'autre te dit, en fait, non. Là, j'ai pas envie de parler. Tu vois, et je le prenais pour moi, et du coup, je m'énervais par rapport à ça. Et je ne comprenais pas qu'en fait, je n'avais rien fait à cette personne, elle voulait juste un peu de calme. Elle avait besoin de recharger ses batteries. Je ne comprenais pas ça. Donc, je pense vraiment que c'était assez toxique de ma part de ne pas comprendre le fait que cette personne n'était pas moi, il n'avait pas le même caractère que moi. Et donc, avait juste besoin d'un peu plus de temps, en fait. Tu vois, voilà, je citerai ces trois-là. J'ai appris, et je ne dis pas que je suis totalement guéri. Hein. Je pense que je ne le serai jamais totalement. Mais au moins, je sais aujourd'hui que c'est trois points sur lesquels je fais beaucoup d'efforts, mais vraiment beaucoup d'efforts, pour que ça ne pourrisse pas mes relations. Wow. Voilà. Merci. Wow, hyper intéressant. On est toujours un work in progress, donc c'est intéressant de t'entendre parler des choses qui, pour nous, ne sont pas évidentes au début, mais en apprenant à connaître l'autre, on peut aussi se remettre en question. Ce qui est je pense que c'est un énorme plus de pouvoir se remettre en question. La prochaine... Je pense que c'est important. C'est important. Oh, totalement. Voilà. Ça rejoint même la première question, le partenaire qu'on a en face qui ne peut jamais se dire qu'il ou elle a tort. Et ça, c'est vraiment un toxic trait. Du coup, c'est intéressant. Ma prochaine question est pour Lionel. Quel chiffre? Question numéro 10. 10. Seriez-vous à l'aise avec l'idée d'être un homme au foyer, gagner moins que votre partenaire? Wow. C'est amusant. C'est une question qui revient dans beaucoup de conversations ces derniers temps dans mes cercles d'amis, etc. Alors, je dirais, je vais commencer par gagner moins que mon épouse, ma femme. Je dirais oui. Je suis complètement à l'aise avec l'idée que ma partenaire ait plus de revenus que moi. C'est quelque chose que j'ai eu à discuter énormément, même avec Aïssa ici présente et avec beaucoup d'autres de mes amis. Et je pense que on parlait brièvement de ce qu'on aimerait voir changer dans la société. Ça, c'est un des aspects. Que les hommes soient beaucoup plus confortables avec des femmes ambitieuses, avec des femmes qui ramènent plus d'argent et je dois être confortable avec cette idée parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure, au fil des années, que je suis en moyenne attiré par des femmes ambitieuses, par des femmes qui veulent faire des carrières, voilà. Et c'est impossible de réconcilier cette attraction-là avec le fait de gagner plus que mon épouse. Il faut que je sois confortable avec l'idée que si je suis attiré par une femme qui est ambitieuse, qui veut faire une carrière, que ce soit possible qu'elle fasse plus d'argent que moi. Donc, du coup, je suis complètement à l'aise avec cette idée-là. Là où j'ai un peu plus de mal et je réfléchis beaucoup à cette question, je travaille beaucoup dessus, c'est l'idée d'être un homme au foyer. Parce que si je suis moi-même mon propre raisonnement,
je veux une femme ambitieuse, je veux une femme qui a une carrière, je veux une femme qui ne se sente pas limitée par le fait qu'elle soit en couple avec moi ou bien que nous ayons des enfants. Il faut que je sois également à l'aise avec l'idée d'être un homme au foyer, parce qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Mais pour être complètement honnête, je suis pas encore à ce niveau-là. Je pense que ça serait difficile pour moi d'être un homme au foyer. Pas que j'ai un problème avec ma femme qui travaille et moi pas, c'est juste que le genre de personne que je suis, il faut que je sois actif. Il faut, j'ai envie d'avoir également une carrière ambitieuse. J'ai envie d'accomplir des choses professionnellement. Du coup, je suis à un point de ma vie où je me demande un peu c'est quoi le juste milieu. Euh, c'est intéressant parce que dans une de mes classes, j'ai appris en fait que le problème, le gap qui est de salaire qui est entre les hommes et les femmes actuellement aujourd'hui, c'est plus, ça vient plus de parenthood, le fait que les femmes prennent le plus souvent le backseat ou quand il y a des enfants en fait, qu'elles décident d'arrêter de travailler ou bien qu'elles commencent à travailler part-time. Euh, et, et ça en fait, ça m'a fait réaliser que si je ne suis pas confortable avec l'idée que ma femme se sentent limités parce qu'on a eu des enfants, etc., il faudrait également que je sois à l'aise avec l'idée que, as a couple, on peut décider en fait que, voilà, ce soit mieux que moi, je reste à la maison pour m'occuper des enfants. Euh, mais comme je l'ai dit, pour être complètement honnête avec vous, mentalement, je suis pas encore, j'y suis pas encore. Donc, pour résumer, complètement à l'aise avec l'idée que ma femme gagne plus d'argent que moi. Pas très à l'aise avec l'idée d'être homme au foyer. Est-ce que tu serais, parce que être homme au foyer, c'est peut-être l'extrême des compromis à faire. Est-ce que du coup, tu serais à l'aise de faire des compromis en termes de carrière pour l'équilibre de ta famille, dans le sens où soit renoncer à une certaine promotion qui t'emmènerait dans un autre pays, mais vous voulez rester là où vous êtes, ou bien, ou peut-être même juste renoncer à ta carrière temporairement pour suivre ta femme parce qu'elle a eu une offre d'emploi de dingue dans un autre pays, ce genre de choses. Ouais, ça c'est une idée avec laquelle je suis beaucoup plus à l'aise en fait. Et la conclusion de mes réflexions et tout, c'est que je dois absolument trouver une partenaire avec qui on va regarder nos deux carrières en fait pour un projet familial, si ça fait sens. C'est le moment où j'ai la confiance là, que en fait, qu'on voit les choses de la même façon, que nos deux carrières font partie de notre projet familial. À partir de ce moment-là, je serai complètement à l'aise avec l'idée de prendre une petite pause, de renoncer à certains avantages, etc., pour le bénéfice de la famille. Et c'est comme ça que je vois en fait mon projet familial. Et en fait, la question, c'est plus trouver quelqu'un qui voit les choses de la même façon. Parce que ce que mes conversations avec mes amis m'ont appris, c'est que parfois le problème, c'est pas forcément ta partenaire, mais c'est les pressions de la société, en fait, sur ta partenaire. Le fait que, voilà, ses amis et tout vont se dire, ah ouais, mais ton mari ne travaille pas, etc., etc., et comment ça va influencer, en fait, son jugement. Du coup, il faut absolument que si je suis honnête avec moi-même, il faut que je trouve une partenaire qui se soit alignée avec moi sur ces questions-là. 100% d'accord. Oui, Maggie, est-ce que je peux Oui. Ok, d'accord. Je voulais intervenir sur cette question puisque, en fait, ça m'intéresse pour deux raisons. La première raison, c'est que par rapport à cette question, personnellement, ma vision a évolué parce que si on me posait cette question il y a 10 ans, j'aurais dit non dans les deux cas. Mais aujourd'hui, ma vision a évolué, ma manière de voir les choses a évolué et ceci va avec aussi l'environnement. J'ai voyagé dans beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de choses. Donc, moi, à mon avis, je n'ai aucun problème avec le fait que ma femme gagne mieux que moi. Et je voulais juste ajouter que le fait que cette question soit toujours
sont un problème dans certaines sociétés n'est pas, pour moi, c'est une question du temps parce que au fur et à mesure que la société évolue, le contexte économique évolue et aussi l'éducation évolue, les gens vont changer de mentalité et naturellement, ça va venir. Moi, ma vision des choses, tout ce que nous voulons apprendre des autres cultures, ça va s'imposer naturellement en fonction du temps. Mais il faut du temps pour que une grande partie de la population soit imprégnée de cette question-là, ce genre de questions, et qu'on voit des changements visibles dans la société. Et par rapport à la deuxième question, la question de l'homme, est-ce que l'homme peut accepter d'être un homme au foyer? Moi, je dirais oui, je peux accepter pour certaines raisons et dans certaines circonstances. Quelqu'un a donné l'exemple du cadre professionnel. Si aujourd'hui, il y a une situation qui nous exige à nous expatrier dans un pays parce que madame a trouvé un bon boulot, pour moi, ça ne me dérange pas de le faire. Ce qui pourrait me déranger, c'est si on me demande de rester toute ma vie homme de foyer. Ça, je ne vais jamais accepter. Je peux jouer ce rôle-là à un moment donné. Et pourquoi je ne peux pas accepter d'être homme de foyer pour un long moment? Je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité que la femme accepterait de prendre lorsqu'elle a le lead financier du foyer serait limitée. Je ne suis pas sûr que les femmes seront prêtes aujourd'hui. Si par exemple, moi je suis homme de foyer et que mes parents ont besoin d'aide, je ne sais pas si les femmes seront prêtes à mettre une allocation à la disposition de l'homme de subvenir, par exemple, aux besoins de sa famille, de ses relatifs au pays, par exemple. Par contre, si vous prenez les cas où l'homme c'est l'homme qui travaille et la femme est au foyer, je crois que les hommes ont tendance à faire ces choses-là facilement. L'homme peut décider d'avoir une allocation pour sa femme qu'elle va envoyer à ses parents au pays chaque mois. Ça ne poserait aucun problème. Et je crois qu'à ce niveau, il faut un changement dans la mentalité aussi des hommes qui soit visible et perceptible, qui rassure les hommes sur certains points pour que les choses changent. Sinon, les hommes peuvent faire beaucoup de concessions sur ces questions-là, mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas encore réunies. Je peux donner l'exemple du fait qu'aujourd'hui, les hommes ont du mal à croire qu'une femme qui prend la tête du foyer en termes du financier peut garder le même niveau de respect pour son mari. Il y a des contre-exemples, mais il y a des exemples aussi. Mais le constat est clair qu'une femme qui prend le contrôle, qui a plus de ressources, a tendance à abuser ou bien à prendre une certaine notoriété sur la place de l'homme. Et j'avoue que beaucoup d'hommes aujourd'hui, si les hommes ont peur de prendre ce genre de décision, c'est justement lié à ce contexte-là, sans oublier le point de vue de la famille, le point de vue de l'entourage qui ne sont pas familiarisés avec ce genre de choses-là. Et mon point de vue personnel, c'est que ça va venir, mais ça va prendre du temps. Notre société va évoluer. D'ici 50 ans, vous verrez que ces choses-là vont venir naturellement et personne ne va voir ça comme une situation particulière ou étrange. Ok, voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tout le monde a répondu à 3 questions déjà? J'ai perdu le compte. Je pense que Lionel, J'ai répondu à 2, je crois.
Ok, Bien, il reste juste. Ok, John, je te pose une troisième question et puis après ça, on va fermer l'épisode. Donc, D'accord. tu vas choisir un chiffre et puis après ça, comme on vous avait dit, on vous pose la question classique du podcast parce que le podcast s'appelle quand même What is Love. Donc, on va vous demander à chacun pour vous, c'est quoi l'amour? Et on va faire un petit rapid fire. Ok, donc je vais choisir le numéro 1. Ok, qu'est-ce que tu penses des vœux de chasteté avant le mariage? Ah oui, très intéressant. Mhm. Très intéressant. Ouais, je crois que j'avais regardé les questions et cette question m'a un peu touché. C'est l'une des questions sur lesquelles j'ai réfléchi ici avant de venir, puisque j'avais pas eu le temps de regarder la liste. Pour moi, c'est la meilleure des choses. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure des choses. Même si personnellement, je sais que c'est difficile, mais c'est la meilleure des choses à faire. D'ailleurs, je me disais, si j'ai la possibilité de guider mes enfants dans ces pas, peut-être les amener à rester chasse jusqu'au mariage, je le ferai parce que je trouve que c'est pas parfait, c'est pas une situation parfaite, ça ne garantit rien, mais mon expérience personnelle et ma vie personnelle, j'ai un côté chrétien aussi qui n'est pas très visible, mais c'est dans mon cœur. Je conseillerais ça à mes enfants. Est-ce que tu peux nous dire concrètement les avantages ou ce que tu perçois comme comme les avantages de la chasteté avant le mariage? J'ai pas bien compris. Ok, les avantages de la chasteté, d'abord, je trouve que c'est plus personnel. C'est-à-dire que tu ne restes pas chaste parce que tu veux faire plaisir à ton futur mari ou bien à ta future femme. Non, moi, je le vois pas sur ce point. Je le vois plus, c'est plus bénéfique pour toi, pour ta vie personnelle. Parce que moi, personnellement, je me dis les histoires d'amour là, avant, qui ne sont pas posées qui n'ont aucun fondement. En fait, c'est juste la distraction et ça nous expose à beaucoup de risques, le risque des maladies et tout le reste. Mais au-delà de ça, moi, mon expérience personnelle, c'est que ça détourne de nos objectifs principaux. Nos plans de carrière, il y a beaucoup qui ont vu leur éducation détruite à cause de ces histoires-là. Et même moi, je suis quelqu'un où je vois que dans la phase de l'adolescence, je vais être focus sur l'éducation. Et c'est quelque chose que j'avais fait, même si je n'avais pas gardé la ligne jusqu'au bout. Pour moi, ces histoires d'amourette, c'est de la distraction. Donc, pour moi-même, je l'avais fait sur moi-même. Je le considère même que c'est pas nécessaire, c'est pas quelque chose que je dois faire du tout. Voilà. Donc, pour moi, le vrai bénéfice, c'est que je veux me focaliser sur ce qui est plus important pour le moment. Et pour moi, chaque phase de la vie, c'est comme ça. À chaque moment, il y a des priorités et ma priorité avant le mariage, c'est vraiment la construction de ma personnalité, de ma personne, de mon éducation et ma carrière. Et pour pouvoir l'atteindre, c'est mieux de laisser tomber tout ce qui peut entraver ce processus-là et me focaliser uniquement sur ça. Maintenant, l'autre côté qui est un peu que je veux pas me focaliser ici, c'est mon côté chrétien, où vraiment j'avais la conviction que les rapports sexuels détruisent une partie de nous-mêmes. Et la force que Dieu nous a mis en nous, ces relations, ça détruit une partie
ce qui fait que nous ne sommes plus nous-mêmes, c'est-à-dire on diminue de notre force spirituelle. Il y a une partie qui diminue au fur et à mesure que tu fais ces choses-là, et à un moment donné, tu te retrouves exposé spirituellement, ce qui peut ne pas être problème pour toi. Avant, quand tu étais vraiment dans une situation où je peux l'appeler propre ou saine, ce qui peut ne pas être tu ne peux ne pas être un risque ou bien exposé à un risque pour toi. C'est comme s'il y a une voile qui lève sur nous et on devient exposé, beaucoup plus exposé avec ces histoires de relations, trucs. Ça, c'est personnel à moi, hein, c'est mon expérience, ma vie personnelle. Ça s'applique pas à tout le monde. C'est ce côté un peu privé. Mais au niveau professionnel ou bien la vie personnelle, je me dis que ça te permet d'être focus, de réaliser ce qui est prioritaire avant de rentrer dans la phase où vraiment c'est nécessaire d'avoir une relation. Merci. En tout cas, c'était très complet ta réponse. Merci. On va bientôt terminer. Je voulais juste finir avec en vous demandant à chacun qu'est-ce que l'amour. Lionel, Christophe et John en une phrase. Ouais, je peux commencer. Je dirais, pour moi, comme je l'ai dit plus tôt, l'amour, c'est quand les sentiments rencontrent l'engagement. L'engagement envers l'un l'autre. D'accord. Merci. Lionel, je vais me tatouer ça, comme ça. Non, mais c'est très beau. Et c'est très... Et du coup, ça marche. D'accord, ok. Pour ne pas aller plus loin que ce que j'ai dit, pour moi, l'amour, c'est donner son temps à la personne qu'on aime et lui montrer tous les jours. Et John, pour terminer? Oui. Ok, d'accord. Pour moi, l'amour, c'est vraiment l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Et c'est quelque chose qui est indépendant de toi-même, que tu veuilles ou pas, tu aimes. D'accord, c'est beau tout ça. Alors, dernier truc, et puis je vous libère, on vous libère. On avait une petite section qu'on appelle du tac au tac. Donc, ce sont des questions. On en avait plusieurs, mais parce que la conversation était tellement bien, on a parlé plus longtemps que prévu, je veux juste vous en poser 3. L'objectif, c'est vraiment juste de répondre à la question sans réfléchir trop longtemps. Donc, la première chose qui vous vient en tête. Après, c'est sûr que ceux qui répondent après, ils ont un peu un avantage. Donc, Christophe, malheureusement, c'est toi qui es sacrifié parce que c'est toi qui réponds en premier. Donc, première question, pour commencer avec force. Christophe, sexto ou nude? Ouh. On a dit de ne pas réfléchir. Je suis très visuel, donc nude. Lionel? Nude. John? Visuel. Ok. Ensuite, deuxième question. On va commencer par Lionel. Cette question, à vous d'interpréter les termes vraiment comme vous voulez. Parce que vous allez me demander un follow-up. Je n'ai pas la réponse à votre question de follow-up. Donc, tu vas devoir interpréter comme tu veux. Donner ou recevoir? Donner. John? Donner. Christophe? Donner. Parfait. Et on va finir avec la dernière question. John commencera. John, c'est quoi ta chanson d'amour préférée? Wow. Ça, je n'ai pas du tout de chanson d'amour préférée. Bon, si tu n'as pas de chanson d'amour, ta chanson de Goumet. Chanson de Goumet. Non plus. Non plus, je n'ai pas chanson de Goumet. Bon. Je reviens sur toi, pardon. Je reviens, hein? Christophe, oui. Au choix, du coup, chanson d'amour ou chanson de Goumet préférée? Chanson d'amour. Je dirais, j'hésite entre deux, mais je vais partir sur Luther Vandross, Here and Now, de Luther Vandross. Ah, je vais aller écouter, je ne connais pas les choses de l'amour. Lionel, dis-nous pour toi.
Chanson d'amour, Taiki, ne pense plus. Oui. C'est Gouma. En fait, c'est Gouma. Mais bon. Ouais, j'écoute ça indifféremment. Tu adaptes la chanson selon le contexte. Si c'est que je suis content, je chante. Si c'est que... John, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir un peu ou bien je te pose une autre question? Pose une autre question, je crois. C'est mieux. Alors, je dirais appel ou texto? Appel. Ok, Texto. d'accord. Vous avez dit texto là, j'espère que vous êtes de bons texteurs. Hein. Alors, je vais quand même préciser. Mm. Si c'est en couple, c'est appel. Alors, je veux t'entendre parler, je veux entendre ta voix. Tout le reste, c'est texto. En couple, là, J'adore. Ok, merci beaucoup Voilà. les gars. Et merci pour l'invitation, Lucie. Ouais, c'était super. Merci beaucoup. Franchement, merci pour le temps, merci pour la vulnérabilité. Et on a hâte de sortir l'épisode et de montrer les belles âmes que vous êtes au reste de notre audience. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.